Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors aujourd'hui on continue avec le chapitre 3, la communication inter-processus. Dans la vidéo précédente, nous avons défini l'IPC tel que le transfert des données entre les processus concurrents. Nous avons vu que la classification de l'IPC se fait à base de plusieurs critères, parmi lesquels le degré de concurrence entre les processus. Cette relation peut être une compétition si les processus ne se connaissent pas, une coopération par communication s'ils se connaissent explicitement, ou encore une coopération par partage si les processus se connaissent implicitement. Aujourd'hui, nous nous intéressons toujours à cette typologie et dans sa deuxième partie, nous allons aborder les messages. Alors, les messages sont un mécanisme très utilisé pour assurer l'IPC. Ça peut se faire entre des processus se trouvant sur la même machine ou là entre des processus l'ICUNU sur des machines distinctes. Donc, l'envoi ou l'échange de messages se fait à travers plusieurs outils et mécanismes sous Unix, parmi lesquels nous allons voir les tubes. Donc les tubes, qu'on appelle aussi en anglais pipe, comme le nom l'indique, c'est une sorte de tuyau. Mais le tuyau, c'est pas vraiment un tuyau, mais c'est en réalité des fichiers, des fils basés sur la politique FIFO. Donc les tubes un tube permet d'échanger des informations entre deux ou plusieurs processus afin de relier un flux de données d'un processus à un autre, plus particulièrement la sortie d'un processus à l'entrée d'un autre. Ça veut dire un processus yiktub, il modifie une donnée, et un autre fichier, il va recevoir cette donnée modifiée par le premier processus. Donc nous avons deux types de tubes, les tubes sans nom, un named pipe, ou la pipes, et les tubes nommés named pipe ou la named pipes pluriel. Donc nous بداو les tubes anonymes, ça veut dire les tubes sans nom. Donc les tubes anonymes sont des liaisons de communication unidirectionnelles, ça veut dire un processus P1 vers P2 et non pas de P2 vers P1, ça veut dire dans un seul sens, mais dans les deux sens. La taille maximale des tubes est de 4 kg. En fin de compte, c'est des fichiers. Donc la taille ne dépasse pas les 4 kg à peu près. Mais ça peut varier selon la version d'Unix. Mais la taille maximale est de 4 kg. Un tube est composé de deux entrées suivant la politique FIFO. Une pour la lecture et une autre pour l'écriture. Un processus pair fait passer les descripteurs de tube à son fils. Ça veut dire que les deux entrées, une pour la lecture, une pour l'écriture, un processus il crée un fils, il va lui transmettre, tout comme il le fait avec tout son espace mémoire, il le fait aussi avec les descripteurs de tube. Ça veut dire qu'il met le père quand il utilise le tube pour communiquer avec des processus, le fils pourra le faire en utilisant les descripteurs. Pour créer un tube anonyme, on peut le faire via le shell, ça veut dire en utilisant l'opérateur binaire trait, si vous voulez, c'est-à-dire pour l'écrire ALGR 6. Donc l'opérateur va permettre de relier la sortie standard d'un processus à l'entrée standard d'un autre. Et bien sûr, le type de tubes, c'est plus particulièrement les tubes de communication du shell, créés par le shell, sont supportés par toutes les versions d'Unix. Ça, c'est l'avantage incontesté. La forme générale de l'opérateur est devant vous, donc deux commandes liées par l'opérateur trait, si vous voulez. Et le premier processus exécute, donc la signification de la commande est que le premier processus exécute la commande CMD1,
Le résultat à la commande est communiqué au deuxième processus via le tube et le deuxième processus exécute la commande CMD généralement sur le résultat de la commande CMD1. Donc à titre d'exemple, si on veut compter le nombre d'utilisateurs, on doit d'abord créer deux processus parallèles P1 et P2 reliés par un tube anonyme et en utilisant la commande user who wc-l. Donc P1 va exécuter la commande who en ajoutant dans le tube une ligne d'information pour chaque utilisateur du système. P2 récupère les lignes d'information et exécute la commande wc-l qui va compter les utilisateurs. Chez la particularité de le système, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes avec le problème des producteurs-consommateurs, si vous vous en rappelez, chapitre 2. Donc, P1 ne pourra pas ajouter des lignes d'information continuellement, parce que le tube va être plein à un moment. Donc, il se bloque dès que le tube est plein. Il sera débloqué lorsque au moins une ligne d'information est retirée par P2. P2 à son tour est suspendu si le tube est vide. Il n'y a aucune ligne d'information et ne sera débloqué que si P1 dépose au moins une nouvelle ligne d'information au niveau du tube. Donc c'est le même principe de producteur-consommateur. Le producteur c'est P1 et le consommateur c'est P2. On peut créer également les tubes anonymes via l'appel système pipe. Donc la forme générale c'est int pipe avec comme paramètre un tableau de deux cases qui représente le descripteur. Donc la case descripteur, la première case descripteur 0 représente l'accès en lecture et descripteur 1 l'accès en écriture. Bien sûr pipe se trouve dans le header unistd.h. Donc le descripteur n'est autre qu'une valeur entière utilisée par le SE, le système d'exploitation, pour accéder à un fichier. Ça veut dire le fichier TAN en l'occurrence le tube, on accède le fichier à travers le descripteur. Une première case pour l'accès en lecture et la deuxième case pour l'accès en écriture. Donc le résultat de la création d'un tube via l'appel système pipe est soit un succès, donc ça retourne 0, soit un échec s'il n'y a pas assez d'espace et ça retourne moins 1. Comme exemple, si on exécute le code suivant, ça veut dire on déclare un tableau tab, ensuite pipe de tab 2, cela nous donne le schéma suivant, donc les deux cases tab 0, tab 1, et nous avons en écriture tab 1 pour l'accès en écriture et tab 0 pour l'accès en lecture. Les tubes anonymes sont utilisés le plus souvent pour les communications père-fils, donc il y a toujours un processus écrivain qui écrit sur le tube, tandis que le deuxième, l'autre, est un processus lecteur, c'est-à-dire il lit à partir du tube. Nous avons également dans ce sens une séquence d'événements qui se produit. Donc le père crée un tube de communication anonyme grâce à l'appel système pipe. Ensuite, un ou plusieurs fils sont créés par le père en utilisant l'appel système fork, comme vous le savez. Et le processus écrivain va verrouiller l'accès en lecture du tube. Le processus lecteur ferme l'accès en écriture du tube. Et la communication est établie via les appels système write et read pour écrire et lire. Ensuite, chaque processus ferme son accès au tube dès qu'il veut mettre fin à la communication. Et cela se traduit par l'exemple suivant de code. Donc nous avons la création d'un pipe, tube file. Donc si c'est un succès, dedans nous allons créer un fils. Donc if fork égale 0. Donc là, ça veut dire que on parle du code du fils. On a le code du père, else. Donc le fils va fermer le descripteur non utilisé
et il commence à écrire au niveau du tube. Ensuite, il ferme le descripteur qu'il a utilisé. Donc, dans l'autre cas, ça veut dire que le cas du père, c'est l'inverse. On ferme le descripteur non utilisé en écriture et on lit à partir du buffer qui a été modifié sur lequel on a écrit à travers le fils, et ensuite on affiche les données lues. Ensuite on ferme le tube, le descripteur de lecture. Donc là, globalement, le fils a écrit le tube et le père a reçu la donnée. Ça veut dire que le fils a transmis, a communiqué une donnée au père. Donc l'exécution de ce code, c'est simple. Donc on compile d'abord gcc tubeanonyme.c, ça c'est le nom du fichier. Donc ensuite on exécute l'exécutable obtenu, tube anonyme, et là c'est le résultat. Par exemple 35 données écrites, 35 données lues, message envoyé au père par le fils. Donc le message, c'est-à-dire qui a été transmis, c'est la phrase message envoyé au père par le fils, c'est le vecteur de caractère, phrase. Il contient 35 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 35 caractères, 35 caractères. Donc le buffer contient 35 caractères qui a été écrite par le fils et lu par le père. Toujours, les tubes anonymes peuvent permettre la communication bidirectionnelle, mais à condition d'utiliser deux tubes. Donc, les tubes anonymes, un tube assure un sens de communication. Donc, pour avoir les deux sens, il faut deux tubes. Donc, ça se fait selon le schéma suivant. Deux processus qui utilisent un tube pour aller de P1 vers P2 et un autre dans l'autre sens de P2 vers P1. Ensuite, les tubes nommés. Alors, les tubes nommés, c'est des tubes utilisés généralement lorsque les processus concernés par la communication ne sont pas père et fils. Ils fonctionnent comme des fils de type FIFO, c'est-à-dire tout comme les tubes anonymes, mais ils sont plus performants que les tubes anonymes pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des fichiers spéciaux et ayant chacun une entrée dans la table des fichiers. Ça veut dire leur utilisation est plus avancée et plus sophistiquée. Ils peuvent être utilisés par des processus indépendants, ça veut dire père et fils, mais il faut que ça soit sur une même machine. Et si on ne les supprime pas explicitement, ils continuent d'exister, bien sûr avec une plus grande capacité qui avoisine les 40 kilo octets au lieu de 4 kg. La création via le shell se fait par la commande mkfifo. Donc un tube nommé peut être utilisé tel que n'importe quel fichier. Donc les primitives open, read, write et close sont utilisables. Ce qui nous donne l'exemple suivant. Donc la création, si on crée un tube nommé tn, on utilise mkfifo tn, et pour afficher les attributs du tube ls-l, pour la modification des permissions, chmod, par exemple G plus RWTN pour donner un accès en lecture-écriture. On peut créer aussi via l'appel système mkfifo. Donc la forme générale c'est mkfifo avec deux paramètres. Le nom c'est le nom du tube et le mode c'est la permission à accorder au tube. Comme exemple, on peut avoir le code suivant. Donc un entier RES pour recevoir la valeur retournée par mkfifo. Donc mon tube c'est le tube qu'on veut créer. Si RES est égal à 0, donc le tube a été créé.
Et bien sûr, le résultat de après l'exécution de ce code, le résultat de la commande LSL est le suivant. Ça nous donne les informations du tube, mon tube, avec les différentes permissions attribuées. Donc là, c'est une permission lecture-écriture. Et comme exemple de code, nous avons toujours avec le tube, mon tube. Donc là, nous avons créé, c'est-à-dire le tube dans le code précédent, et maintenant on l'utilise à travers l'entier tn. Tn reçoit open mon tube, write only, et là, on est en train de décrire à travers le tube, et bien sûr selon le besoin. Donc et à la fin on ferme le tube en faisant close tn. Ça veut dire, remarquez, on l'utilise comme n'importe quel fichier qui met un fichier texte ou un fichier Excel. Vous pouvez le faire avec les tubes. Donc toujours on utilise un message, il y a un vecteur de caractères, et on écrit à travers le tube en utilisant la chaîne de caractères message. Et bien sûr, si tn est différent de -1, ça veut dire si l'ouverture a été un succès, on réalise l'écriture. Si ce n'est pas le cas, désolé, le tube n'est pas disponible. Ça veut dire qu'on affiche que l'ouverture n'a pas été un succès, et on ferme le tube. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo concernant la communication interprocessus. On a une dernière vidéo qui va aborder les sockets. Donc en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous, et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.